Le point, bien sûr, sur la situation en Ukraine. Que se passe-t-il notamment du côté de Mariupol, cette ville martyre qui est livrée non-stop au bombardement russe? On fait le point tout de suite et on en débat ensuite. Mariupol vit sous siège russe depuis un mois. La ville portuaire stratégique est bombardée quasi quotidiennement et d'après des images satellites fournies par l'entreprise américaine Maxar, cette ville de plus de 420 000 habitants est pratiquement rayée de la carte. Peu d'immeubles sont encore debout et les survivants vivent dans des conditions terribles, selon le président ukrainien. Il y a encore 100 000 personnes à Mariupol qui vivent dans des conditions inhumaines, sans eau, ni nourriture, ni médicaments, et sous les bombes. Depuis plus d'une semaine, nous tentons d'organiser des couloirs humanitaires sûrs. Toutes nos tentatives sont empêchées par l'occupant russe, par les bombardements ou la terreur. Des habitants ayant fui Mariupol ont décrit un enfer glacial avec des rues jonchées de cadavres et de décombres. D'après les autorités ukrainiennes, un convoi humanitaire a été stoppé par les Russes à l'extérieur de la ville. Les chauffeurs ont été faits prisonniers. Pour la procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, Mariupol est devenue une zone de non-droit. Je comprends que ce ne sont pas seulement des crimes de guerre. En fait, il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit d'un génocide. Parce que les théâtres de guerre ont des règles, des principes. De ce que nous voyons à Mariupol, il n'y a aucune règle du tout. L'enfer sur terre ne semble pas avoir de fin pour se rester sur place. Les chars ennemis ont pénétré dans Mariupol et selon la municipalité, l'armée russe a fait usage de bombes super puissantes. À ce jour, aucun bilan exhaustif ne permet de connaître l'ampleur de cette catastrophe humanitaire. Voilà pour les explications de Valérie Labonne. Vincent Hervouet, pourquoi les Russes s'acharnent autant sur Mariupol? Quel est l'intérêt stratégique de cette ville? Alors, la ville a un intérêt stratégique évident, c'est le grand port qu'il faut prendre, et puis c'est la continuité de leur contrôle sur toute la zone sud. Ce qui me frappe, vous voyez dans les images qu'on vient de voir, c'est effectivement l'état des destructions, mais c'est en même temps l'enflure de la propagande quand même, parce que les images qu'on voit, on voit des civils qui fuient et qui traînent leurs affaires. C'est un calvaire épouvantable, c'est une détresse terrible. Vous voyez pas un soldat, vous voyez pas un combattant, vous voyez pas l'ombre du bataillon Azov qui pourtant est celui qui se bat à Mariupol. C'est là où il est né et c'est là où il combat aujourd'hui. Et donc ce qui explique peut-être que les Russes veuillent à tout prix l'exterminer, parce que il resterait dans la ville, selon les estimations des experts militaires, entre 10 à 12 000 combattants. Ça fait du monde quand même. Et 200 000 civils. Hein. Oui, alors 100 000 civils seraient toujours à l'intérieur. Les autres sont partis. Ceux qui sont restés sont ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui n'ont nulle part où aller, ceux qui survivent dans des conditions épouvantables. Et effectivement, c'est une sorte de Stalingrad auquel on assiste, la ville détruite méthodiquement. Les Russes avancent. Là, depuis le début de la semaine, avancent vers le centre-ville, ça se fait à pas compter, et ils font la guerre comme ils la font habituellement, c'est-à-dire à coups d'artillerie, en détruisant méthodiquement depuis la mer, les points de résistance. Mais il y a des combats, vous voyez, on les voit pas les combats là, on voit simplement des images de drones produites par les Américains, fumantes, voilà. Et des cadavres de civils qui sont dans... Donc c'est quoi l'objectif? C'est de ne pas montrer ces images de combat? Bon, moi j'ai ma théorie Voskevo, il y a un intérêt stratégique de la ville qui est évident, comme port et puis comme verrou vers Odessa, en fait, dans la marche vers Odessa, et le contrôle de tous les abords maritimes de l'Ukraine. En fait, peut-être que le but de guerre, c'est de priver l'Ukraine de tout accès à la mer. Hein. Bon, les mers chaudes, c'est une ambition russe d'éternel, mais vous pouvez avoir une vision beaucoup plus grave de la situation. Vous dites, en prenant Poutine au mot et en vous rappelant que la dernière fois, il déniait à l'Ukraine le droit à un État. Il déniait l'existence d'une nation ukrainienne. Donc, vous pouvez vous dire qu'il est simplement dans une entreprise de destruction. Et là, il fait un exemple. Ce qu'on voit, c'est que la guerre est partie pour durer. Il y a un conflit de communication, Zelensky, puis l'autre derrière sa longue table, longue comme le transsibérien. Et puis vous avez une guerre économique, les Européens compris à la gorge le Kremlin et qui veulent absolument lui faire payer le fait d'avoir ramené la guerre en Europe. Et puis vous avez une guerre
d'attrition, une guerre classique, une guerre vraiment à l'ancienne. Siège, voilà, de siège, de combat de rue. Et les Russes, autour de Kiev, très frappant, oui, voilà, ils sont fortifiés, ils sont à 25 km, ils ont mis des mines autour de leur artillerie, et ils sont là pour longtemps, visiblement, vous voyez. Joseph Massescaron. Vincent a raison de le souligner, c'est-à-dire c'est la cohabitation de différentes formes de guerre. Et justement, l'existence de la guerre classique, parce que les personnes qui n'ont pas connaissance de Vincent, enfin, dont je suis auparavant, pensaient qu'il y allait avoir tout sauf une guerre classique. Il allait avoir une forme de guerre éclair qui allait se passer. Tous les spécialistes, la cyberguerre. Voilà. Et en fait, on est vraiment surpris de la cohabitation de la guerre. Et évidemment, cet élément-là, le fait qu'il y ait une guerre classique, ça veut dire en effet qu'il y a une guerre pour un long moment. D'autant plus que, même s'il y a la volonté de faire un exemple de Vladimir Poutine sur Mariupol, qui vit en effet l'exemple de Stalingrad, et moi me parle beaucoup plus que celui de Verdun, avec ce qui est en train de se passer. Mais il y a maintenant une haine ukrainienne, je disais tout à l'heure, il y a une haine ukrainienne par rapport à la Russie qui est extrêmement forte. Et cette haine, vous la trouvez dans la population, même qui est orthodoxe, même qui est russophone, vous la trouvez. Et ça, c'est quelque chose que Poutine a créé pour le coup. Il a créé vraiment, je pense, définitivement une nation ukrainienne. Alexandre Devecchio, votre analyse sur la situation, à la fois sur le plan militaire et toutes ces guerres en fait qui s'empilent, guerre économique, guerre de l'information, guerre sur le terrain. Oui, on est dans une forme de guerre totale. Donc maintenant, la question qui se pose, est-ce que ça va durer des années dans une sorte de guérilla, que ce sera peut-être comparable d'ailleurs à l'Afghanistan qui avait été le début de la chute de l'URSS quand les Russes étaient embourbés en Afghanistan, et puis plus tard les Américains, ou est-ce qu'il y a encore une issue par la négociation? Moi, j'aimerais croire, en tout cas, que c'est encore possible. On peut voir le déchaînement de violence à Mariupol, une forme de guerre effectivement très, très radicale, et en même temps une stratégie différente qui semble être adoptée à Kiev. Ça peut aussi avoir un sens, que l'objectif de Poutine serait de prendre... il a déjà la Crimée et le Donbass, mais d'avoir une ouverture vers la mer Noire, et une fois qu'il a obtenu ça, de négocier une sorte de partition du territoire. On peut aussi le voir comme ça. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'a pas d'interlocuteur pour faire la paix, Vladimir Poutine. L'interlocuteur qu'il souhaite, qu'il désire, c'est Joe Biden, qui sera demain à Bruxelles et qui a déjà annoncé la couleur qu'il allait renforcer les sanctions. Donc on ne voit pas effectivement quelle pourrait être l'issue. Ça peut venir aussi en premier de Zelensky. Si Zelensky dit qu'il est prêt à négocier, ce sera de toute manière une fois que Mariupol sera pris. Je pense que Vladimir Poutine, il a cet objectif-là, il ira jusqu'au bout, au moins pour ce qui est de cette zone-là. Mais une fois que cette zone-là est prise, est-ce que voilà, tout le monde va se mettre à la table des négociations? Karim, après Vincent. Non, mais sur Mariupol, on voit les images, effectivement, c'est l'horreur absolue, c'est quasiment l'enfer sur Terre. Mais moi, je crois que Vladimir Poutine, au-delà effectivement des arguments qui ont été posés et que je partage, les aspects économiques avec le port, que le bataillon Azov qui résiste, il a voulu effectivement les éradiquer. Je crois qu'au-delà de cela, il a voulu aussi matérialiser avec Mariupol sa détermination, en expliquant et en nous faisant passer le message à la fois aux Ukrainiens mais à nous autres occidentaux, qu'il mènera une guerre sans limite. Et c'est le message qu'il envoie à Mariupol, c'est je suis prêt à détruire l'Ukraine comme j'ai détruit Mariupol. Et là, on a une référence qui est celle de l'horreur. Quand vous bombardez un hôpital pédiatrique, quand vous n'épargnez personne, quand tous les codes, j'ai envie de dire, d'une guerre sont bafoués, vous vous dites, on a des Ukrainiens déterminés en face, on en parle souvent depuis le départ, ils sont héroïques, ils sont déterminés, ok, mais il y a une détermination aussi qui est celle de Vladimir Poutine, et il le démontre avec Mariupol.
Bien En sûr. gros, rien ne m'arrêtera. Rien. Et là, on a un message qui est un message d'effroi, parce qu'on se dit, mais finalement, ce qu'il est capable de faire là, imaginez qu'il le fasse sur l'Ukraine tout entière. Alors, il passera peut-être pas à l'acte, mais en tout cas, c'est un message. Vincent Hervouette, qu'est-ce qu'on peut prédire? Parce qu'ils ont beaucoup menti, les Russes. À chaque fois, ils ont dit non, on ne va pas envahir l'Ukraine. 15 jours avant l'invasion de l'Ukraine, notre consoeur Christiane Amanpour sur CNN l'a brillamment démontré avec le porte-parole du Kremlin hier. Est-ce qu'on peut imaginer que l'objectif de Poutine soit au-delà de l'Ukraine, ou de prendre toute l'Ukraine? C'est une question qui est très grave et tout le monde lit dans le mar de café. Et c'est vrai que Poutine est compliqué, le président russe est compliqué à décrypter. Alors, tout le monde a compris d'où il venait, quelle avait été sa formation, quelles étaient les tendances lourdes, quel était le nationalisme russe, pourquoi il s'était braqué ainsi, on a réécrit l'histoire, etc., etc. Qu'est-ce qu'il veut? Jusqu'où il est prêt à aller? Ça fait partie, je suis sûr, de ses armes. Il ne se le dévoilera pas comme ça, mais on le sent prêt à tout. Il a une capacité à agir, il ne faut pas le prendre... On l'a longtemps pris par le mépris. Quand il a présenté par exemple les armes hypersoniques, ça a été un ricanement général, c'était il y a 3-4 ans, parce que il avait associé il avait raconté qu'ils avaient réussi à mettre au point ces armes, les planeurs hypersoniques, les missiles balistiques, etc., qui vont à Mach 10, Mach 12, mais c'était associé à une petite présentation, vous savez, en animation qui était extraordinairement ringarde. Donc vous aviez une sorte de décalage entre un discours ébouriffant, une prouesse technologique incroyable qui renvoyait vraiment à un champ de bataille ancien, par exemple les batteries de Patriot ou le dôme d'acier qu'utilisaient les Israéliens, mais en même temps c'était avec une espèce de petite illustration minable. Et donc personne ne l'a pris au sérieux. Et puis la semaine dernière, vous avez eu le centre d'entraînement où les milliers de volontaires viennent de toute l'Europe s'enrôler dans une légion ukrainienne, et où les armes aussi sont déposées par les Polonais, les Allemands, les Français, les Anglais et tout le monde, qui a été pulvérisé par un de ces missiles hypersoniques à 18 km et demi de la frontière polonaise. Bonjour, le message. Si c'est pas clair, c'est que vraiment vous êtes bouchés. Ils sont capables de faire ça. Par ailleurs, ils font à Mariupol... Parce que font les armées, vous savez, il reste pas grand-chose de Mossoul. Quand l'État islamique a perdu ses 2 capitales en Syrie et en Irak, il restait 3 fois rien. Juste un peu du stade en Syrie et pas grand-chose. La guerre, c'est pas un film de guerre. La guerre, c'est réellement... pas quand elle s'arrête. Et l'angoisse qui saisit tout le monde, c'est est-ce que Poutine est prêt à revenir jusqu'à l'Europe d'autrefois, l'Europe du temps de la guerre froide, avec des pays qu'il aura neutralisés de force. Allez, on continue en débattre dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1.